Partons en visite au musée du Louvre. Alors que le Louvre accueille sa première exposition consacrée à la mode, saviez-vous qu'il y a de l'art contemporain au Louvre ? Depuis le début et le milieu du XXe siècle, le musée du Louvre renoie avec la pratique de la commande aux artistes. Je vous propose un véritable jeu de pistes pour aller à la découverte, car la plupart des visiteurs qui ne les cherchent pas tombent dessus par hasard sans vraiment les regarder, et ceux qui les cherchent se heurtent au labyrinthe des salles pour les découvrir. Commençons notre parcours au premier étage à l'aile Sully et dans la salle Henri II, c'est la salle 662. À la demande d'André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, Georges Braque fut invité à décorer le plafond de l'ancienne antichambre du roi. Le peintre réalise alors les oiseaux qui seront inaugurés en 1953 en présence de l'artiste. Son intervention consiste en 3 panneaux s'intégrant dans les lambris du plafond Renaissance richement décorés, réalisés au milieu du XVIe siècle. Sur un fond couleur bleu nuit se détachent 6 silhouettes d'oiseaux stylisés répartis par groupe de 2. Ces formes sont peintes en noir et sont cernées d'un épais trait noir, ce qui les rend encore plus visibles. Quelques étoiles et un croissant de lune semblent faire écho au symbole d'Henri II, qui sont 3 croissants de lune entrelacés, qui sont sculptés ici et là dans le décor du plafond. Georges Braque reprend ainsi pour cette composition le motif des oiseaux récurrent dans son travail. Les oiseaux s'inscrivent dans une série de commandes prestigieuses passées par le musée auprès de grands artistes vivants dans la lignée de la réalisation du décor de la galerie d'Apollon par Eugène Delacroix. Juste à côté, toujours dans l'aile Sully au premier étage, dans la salle 663 du département des antiquités grecques, étrusques et romaines, il y a une œuvre contemporaine aussi. Cy Twombly fut le 3e artiste contemporain à produire une intervention pour le Louvre. Si on lève les yeux, on voit ce gigantesque plafond peint par Cy Twombly installé en 2010 et intitulé The Ceiling, c'est-à-dire le plafond. L'artiste décida de couvrir le plafond d'un bleu profond entre cobalt et lapis-lazuli, selon ses propres mots, qui frappe le visiteur dès son entrée dans la salle et qui semble symboliser le ciel ou la mer de la Méditerranée. De grandes formes rondes et aériennes, teintées de gris, d'or et d'argent, qu'on peut interpréter tour à tour comme des boucliers, des pièces de monnaie ou des constellations, se déploient dans cet espace. La composition est animée sur les côtés de cartouches où sont inscrits les noms de 7 sculpteurs de la Grèce antique dont il ne subsiste rien ou presque et ne sont connus que par les descriptions ou des copies. Voici Séphisodote, Lysippe, Myron, Phidias, Polyclète, Praxitèle, Scopas. Œuvre monumentale par sa taille, The Ceiling l'est autant pour son importance dans la carrière de Cy Twombly. Elle aura été la dernière grande œuvre de l'artiste, décédée l'année suivante. Ainsi, Cy Twombly, dont l'œuvre tout entière est inspirée par des mythologies et des auteurs gréco-romains, trouve toute sa place dans cette salle abritant la collection des bronzes antiques. Restons dans l'aile Sully et rejoignons maintenant l'escalier nord qui mène au département des antiquités égyptiennes. L'artiste allemand Anselm Kiefer fut invité à investir l'escalier de la colonnade, construit à l'origine par les architectes Percier-Fontaine au début du XIXe siècle. Installée en 2007, Athanor est une peinture monumentale figurant un homme nu, couché sur le dos et gisant, les bras le long du corps, en méditation ou déjà mort, selon ses propres mots. Le sol sur lequel repose l'homme est argileux, craquelé, il est irrigué par des coulées de plomb. Un rayon part de son corps vers le ciel. Au-dessus de lui se déploie un ciel profond, constellé d'étoiles et de nuées, rehaussé d'or et de plomb. Le thème des constellations et des rites funéraires dépassant rappeler l'antiquité égyptienne, dans laquelle les rites funéraires sont primordiaux. Anselm Kiefer reprend volontiers les mots de Kant. Le ciel étoilé au-dessus de nous, la loi morale en moi. Car pour lui, le corps humain est un microcosme, relié au macrocosme, et les forces de l'univers sont en nous. L'art peut alors être perçu comme un lien entre ce monde terrestre et le monde céleste, entre réel et imaginaire. 3 mots sont inscrits sur le côté, nigredo, albedo, rubedo, noir, blanc et rouge, qui sont les 3 couleurs symboliques de l'alchimie. Tel un vitrail géant, Athanor s'oppose à la lumière de la fenêtre qui lui fait face. Tel un alchimiste, Kiefer nous montre, comme les Égyptiens, que la mort n'est qu'un point de départ d'un processus de recomposition et de métamorphose. De part et d'autre,
se répondent deux sculptures, Danaé, qui est un empilement de livres de plomb surmonté d'une haute fleur de tournesol et parsemé de graines d'or évoquant l'union mythologique entre Danaé et Zeus, et face à elle la sculpture Hortus Conclusus, un bouquet de 12 tournesols dont les fleurs séchées sont tournées vers le bas, un bouquet de 12 fleurs faisant allusion à la virginité de Marie et au paradis. Éloignons-nous de l'aire Sully pour aller vers l'aile Richelieu, toujours au premier étage. Dans l'escalier Le Fouel de l'aire Richelieu, c'est l'esprit d'escalier, œuvre de François Morlet en 2009. À la demande du musée du Louvre, François Morlet s'empara des baies de l'escalier Le Fouel, construit par l'architecte du même nom au milieu du XIXe siècle. 7 vitraux en verre dépoli sont sertis de plomb dans 2 baies en plein cintre et 5 coulis ovales ont été faits selon une technique médiévale et joints en plomb par un maître verrier à Chartres. L'artiste eut l'idée de redessiner les baies à partir des ferrures d'origine, mais en modifiant soit l'angle de rotation, soit le centre de gravité, de sorte que les baies semblent avoir glissé, s'être décalées ou avoir été renversées. Il dut lui-même s'être amusé à fragmenter et à déstabiliser les vitrages en les confrontant à leur propre image. Il joue ainsi sur les perspectives et sur le point de vue, parfois vertigineux, qu'on peut avoir de cet escalier, jusqu'à devenir une anamorphose. L'artiste a souhaité que l'installation soit discrète et s'intègre parfaitement dans son environnement, dans le respect de l'architecture originale, si bien que de nombreux visiteurs pourront passer dans l'escalier sans la remarquer. Enfin, l'installation la plus récente a été faite en 2020, juste avant le premier confinement. C'est dans l'escalier du Midi, au premier étage de l'aile Sully. Si on lève les yeux, on voit un alignement parallèle de 128 tubes cylindriques suspendus dans les airs par des fils invisibles. Ils s'animent selon une chorégraphie ondulatoire. Cette œuvre intitulée L'onde de midi a été réalisée par Elias Crespin, lequel a reçu une formation d'ingénieur en informatique à Caracas. Fils de mathématicien, petit-fils d'artiste, sa démarche créative s'intègre dans des univers à la fois de l'art et de la science. On ne peut oublier ce parcours muséal sans la pyramide de Paye et sous la pyramide, la colonne du Belvédère qui est destinée à accueillir des œuvres d'art contemporain de grand format pour des expositions temporaires. Tony Cragg, Wim Delvoye, Claude Lévesque ont investi le lieu. Claude Lévesque a ainsi conçu une œuvre spécifique qui était un néon rouge de 22 mètres de haut, figurant un éclair réalisé à partir d'un dessin. Quasi imperceptible le jour, l'œuvre prend tout son sens la nuit et à la nuit tombée, elle dialogue avec son environnement et offre des perspectives, des jeux de lumière et des reflets inattendus. Enfin, avez-vous remarqué les médaillons de 12 cm de diamètre qui sont incrustés dans le sol? Pour cela, il faut baisser les yeux. Sur un axe nord-sud de la capitale qui reprend la ligne du méridien de Paris, vous verrez ainsi 134 médaillons dont 11 passent par le Louvre. Mais qu'est-ce que le méridien de Paris? En fait, c'est une ligne imaginaire reliant les pôles nord et sud. Le méridien de Paris est défini pour la première fois en 1667, jour du solstice d'été, et traverse la France de Dunkerque à Perpignan. C'est à partir du méridien de Paris que le système métrique a été créé. Mais ce dernier sera ensuite abandonné au profit du méridien de Greenwich. En fait, ces médaillons de bronze font partie d'une série réalisée en 1994 par l'artiste néerlandais Jan Dibets en hommage à François Arago, physicien et astronome qui avait travaillé sur ce méridien de Paris. L'écrivain américain Dan Brown en parle d'ailleurs dans son best-seller Le Da Vinci Code. Langdon avait lu un jour que 135 médaillons traçaient sur un axe nord-sud une ligne parfaitement droite à travers les rues et les trottoirs de la capitale française pour matérialiser l'axe du premier méridien de Paris. Ainsi, l'art contemporain refit son entrée au Louvre sous la forme de commandes publiques, mais aussi à l'occasion d'expositions d'art contemporain dans les salles du musée. Ainsi se sont succédés des artistes de tous bords tels Miguel Barcelo, Jean-Luc Moulin, Sarkis, Jean Fabre, Paye, William Kenridge, Wim Delvoye. L'artiste belge, d'ailleurs, a investi pendant l'été 2012 les appartements Napoléon III, les salles gothiques du département des objets d'art et la colonne du Belvédère sous la grande pyramide. Depuis la fin de l'exposition, subsiste un grand vitrail de l'artiste en fin de parcours du département des objets d'art.
composée de figures géométriques et de Christ en croix, déformées dans le même genre que les sculptures installées sur la table de la grande salle à manger impériale devant l'exposition. On peut imaginer que d'autres œuvres intégreront le musée à l'avenir. Elles n'auront de cesse d'alimenter le labyrinthe.